Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue pour cette vidéo dans laquelle on va parler des scandales qui secouent la planète échec. Mais tout d'abord, je tiens à souhaiter à chacun et à chacune d'entre vous une belle et heureuse année 2025. Du fond du cœur, je vous souhaite tout le meilleur sur les plans personnels, professionnels et bien sûr échiquiers. Et on va commencer par expliquer cette photo de Magnus Carlsen et Jan Nepomniachtchi, heureux d'être co-champion du monde de Blitz 2024. C'est une grande première. Mais pour pouvoir expliquer ce titre partagé, il faut le replacer dans le contexte plus global de ces championnats du monde rapides, puis Blitz sous l'égide de la FIDE, qui ont été placés sous le signe du scandale. Et tout d'abord, on commence par le fameux Jeansgate qui a fait parler des échecs, pas forcément en bien, dans tous les grands journaux. Magnus Carlsen s'est présenté au deuxième jour du championnat du monde rapide dans cette tenue portant donc des jeans. Et l'arbitre, après la ronde 8, lui a dit: c'est bien simple, soit tu te changes tout de suite pour un pantalon de costume, s'il te plaît, soit je ne t'apparie pas pour la ronde 9. Et à Magnus, j'ai essayé de lui expliquer, bah, si tu veux, demain, promis, je viens dans mon plus beau costume, mais là, sur moi, bah, je n'ai que ces pantalons, je n'ai pas prévu de pantalon de rechange, donc je ne peux pas faire grand-chose. L'arbitre lui a dit, bah, t'es pas parié, et Magnus a répondu, puisque c'est comme ça, je me casse. Il a plus précisément employé le mot en F anglais. Et l'histoire aurait pu s'arrêter là. À ce moment-là, on pense que Magnus va partir en vacances, tout simplement. Alors, un petit mot sur ce fameux dress code de la FIDE. Bon, tout d'abord, c'est pas si clair que les jeans soient vraiment interdits, hein. D'après le règlement officiel de la FIDE, pour les joueurs, capitaines et chefs de délégation, les jeans sont autorisés dans les compétitions FIDE. Après, il peut y avoir des règlements spécifiques à chaque compétition, mais les jeans sont toujours autorisés sous certaines conditions. Et si Magnus, plutôt habillé de manière respectable ici, ne remplit pas ces conditions en portant ses jeans, on se demande dans quelles conditions porter des jeans peut être acceptable d'après la FIDE. Mais bon, bref. Moi, ce qui me dérange très vite fait sur ce fameux dress code, c'est plutôt son conservatisme et le fait qu'il soit très genré. Par exemple, une femme peut tout à fait porter des bijoux, que ce soit boucle d'oreille, collier, bracelet, mais un homme n'a pas le droit de porter euh, aucun bijou. Donc si un homme vient avec juste un bracelet, par exemple, interdit d'après la FIDE, c'est beaucoup trop progressiste pour notre belle organisation mondiale des échecs. L'autre point qui me dérange, c'est le caractère européano-centré de ce règlement. Par exemple, pour les cérémonies officielles, c'est écrit noir sur blanc que ne sont acceptés que les vêtements dits business casual au standard européen. Donc moi, en tant qu'Européenne, ça ne me dérange pas personnellement, mais c'est une fédération internationale des échecs. Pourquoi est-ce qu'on interdirait à un joueur africain, par exemple, de venir en djellaba ou dans une autre tenue typique et respectueuse d'après son pays, mais qui du coup ne répondrait pas aux standards européens? Pourquoi choisir les standards européens pour les imposer au monde entier? Je ne suis pas certaine que ça soit digne d'une fédération qui se veut internationale. Mais ok. Finalement, la FIDE fait son mea culpa, autorise les jeans pour les championnats du monde de Blitz. Et donc, Magnus, qui a fait forfait au championnat du monde de partie rapide, nous signale qu'il allait jouer les championnats du monde de Blitz, évidemment en jeans. Il a même profité de cet épisode pour signer à nouveau un contrat de sponsoring avec la marque G-Star, dont il était déjà l'égérie il y a une dizaine d'années. Les championnats du monde de Blitz se déroulent en format qualificatif puis éliminatoire. Magnus s'est qualifié pour les quarts de finale qu'il a remporté face à Hans Niemann, puis il a remporté sa demi-finale, puis grande finale face à Jan Nepomniachtchi, son grand rival né la même année que lui en 90. Magnus remporte la première partie, il remporte la deuxième partie. Donc à ce moment-là, tout le monde est sûr et certain que Magnus Carlsen va conserver son titre de champion du monde de Blitz. Mais l'impensable se produit quand
Nepo remporte la troisième partie pour recoller à 3-1 dans ce match en 4 parties, puis gagne à nouveau son must-win de la quatrième partie et recolle à 2 partout. C'est un match en 4 parties, il y a égalité et pas de départage autre que la mort subite. Donc le premier qui gagne une partie devient champion du monde de Blitz. Cinquième partie, donc mort subite, match nul. Sixième partie, toujours mort subite, match nul. Septième partie, toujours mort subite, match nul. Et à ce moment-là, se produit quelque chose de bizarre. On va regarder la vidéo, les joueurs se serrent la main et Magnus réfléchit et finit par proposer quelque chose d'assez impensable, c'est-à-dire il demande à Yann s'il serait d'accord pour partager le titre de champion du monde et que tous les deux deviennent co-champions du monde. Yann a accepté sans aucune hésitation de partager le titre, mais évidemment ce n'était pas leur décision, il fallait encore demander la permission à l'arbitre. Ils ont appelé l'arbitre, ils lui ont demandé, sauf que à la Fédération internationale des échecs, ce n'est pas l'arbitre officiel qui prend les décisions, même si sûrement que ça devrait être le cas, c'est le président de la Fédération internationale, à savoir Arkady Dvorkovich, par ailleurs ex-numéro 3 de la Russie. Donc l'arbitre a appelé Dvorkovich pour lui demander s'ils avaient le droit de partager le titre. Dvorkovich a décidé que oui, et la Fédération internationale a publié cette vidéo en précisant l'histoire a été écrite aujourd'hui et on voit Magnus et Nepo qui se font une belle accolade remplie de respect et d'amitié en apprenant qu'ils ont été sacrés co-champions du monde. Ça aurait pu en rester là et même peut-être arrête pour une belle histoire, ce titre partagé, mais pas du tout. La réaction des joueurs, joueuses, youtubeurs, influenceurs la plus fréquente dans notre monde a été bien résumée par celle de Kevin Bordy qui nous dit que j'ai honte pour les échecs. Bon, voilà, c'est assez clairement présenté et c'est ce que j'ai le plus entendu vu sur les réseaux sociaux, entendu autour de moi que c'était scandaleux de partager un titre et de pas se battre jusqu'à la mort. Alors moi j'ai pas vu ça en direct parce que c'était le réveillon et j'étais en soirée, c'est qu'en rentrant de soirée que j'ai vu l'histoire du partage du titre et avant de regarder les réseaux sociaux, j'avais pensé au JO de 2021 avec ces deux spécialistes du saut en hauteur qui n'arrivaient pas à se départager. Après de multiples essais, il y a toujours égalité. Ils ont demandé à l'arbitre exactement la même situation s'il pouvait partager le titre. L'arbitre a dit que oui, il pouvait être co-champion olympique. Ils ont accepté et c'était une joie incommensurable. Moi, la vidéo, à chaque fois, elle m'émeut aux larmes. Je ne peux pas la montrer pour des raisons de droit, mais c'est vraiment ultra touchant. Et je pense que certes, le partage d'un titre est contraire à l'esprit du sport, de la compétition qui veut qu'il y ait qu'un vainqueur. Mais quand c'est dans des cas rarissimes et quand c'est fait de manière spontanée et imprévue, il y a de la beauté là-dedans. Cette vidéo a fait le tour du monde, le compte officiel des JO l'a publié en légendant, c'est ça l'esprit olympique, et je trouve quelque chose de magnifique. Et pour en revenir à Magnus et Nepo, bah, ils sont rivaux depuis 25 ans. Par exemple, on a cette image, c'est le premier titre et jusqu'il y a 3 jours, le seul titre de champion du monde de Yann Nepomniachtchi, on le voit, il est tout à droite de cette image, avec sa médaille d'or et une coupe un peu plus grosse que celle de Magnus et que celle de David Howell. Donc Magnus qui a fini vice-champion du monde, c'était en moins de 12 ans, en 2002, là on est en Grèce, et David Howell troisième. Ils sont rivaux depuis donc le début des années 2000. Ils sont rivaux, mais néanmoins amis depuis autant d'années. Et je trouvais ça assez beau que Magnus, après quand même un beau combat où ils sont bien mis sur la figure, 2 victoires, ils remontent à 2 partout, puis 3 matchs nuls dans des parties mort subites. Bah là, de proposer comme ça de manière spontanée de partager le titre, que ça soit accepté et de les voir se faire une belle accolade. Je trouvais ça assez beau en fait. Le lendemain matin, en fait, que j'ai vu ce torrent de mépris sur les réseaux de la plupart des joueurs et joueuses, en tout cas de celles et ceux qui se sont exprimés à l'égard de ces co-champions du monde. Et moi, je trouvais ça beau aussi parce que, on va pas se mentir,
le fait que Magnus ait proposé de partager le titre et le fait que Nepo ait accepté sans aucune hésitation, ça montre de la vulnérabilité. C'est parce qu'ils ont eu peur de perdre qu'ils ont fait ce choix. Mais je trouve que cette peur de perdre, que cette vulnérabilité, quand elle est assumée, quand elle est affichée, bah, elle peut être belle. Euh, Par exemple, dans ces championnats du monde, il y a une vidéo qui déchire le cœur, celle de Vassili Ivanchuk face à Daniil Lewandowski. Ivanchuk, donc légende des échecs, 55 ans, ukrainien, qui a été champion du monde rapide. Il n'a jamais été champion du monde en classique, mais Kasparov pensait que ce serait son grand successeur. Il vit encore en Ukraine, il stream régulièrement, on entend le bruit des bombes quand il stream, mais ici, c'est 7 défaites autant dans une position après avoir été longtemps gagnant contre Daniel Narodowski à la mon tournoi. Il le fait craquer aux larmes. Et bon, je vais arrêter la vidéo, mais en fait, elle dure encore plusieurs minutes où on voit Vassili Ivanchuk, 55 ans, énorme joueur d'échecs, légende, ultra populaire. C'est vraiment le chouchou du public de ce jeu depuis plusieurs décennies. Juste craquer sous la pression parce que perdre une partie d'échecs, ça fait aussi cet effet. Et donc dans la peur de perdre, quand elle est totalement assumée, je trouve qu'elle peut être belle, peut-être aussi parce que je sais ce que c'est que la douleur de perdre une partie. Alors certains joueurs auraient totalement refusé. Par exemple, Bobby Fischer, je suis absolument sûre et certaine que jamais il aurait accepté. Il est connu pour plusieurs de ses citations, enfin il est connu pour bien des choses, mais notamment pour avoir dit j'adore le moment où je brise l'ego de mon adversaire et les échecs c'est une guerre sur l'échiquier. Le but est de détruire l'esprit de votre adversaire. Donc clairement, Fischer fait partie de la race des tueurs, on pourrait dire, et jamais il n'aurait accepté de partager un titre parce que ce qui lui fait le plus plaisir, c'est même pas tant de gagner, c'est que l'adversaire perde. Donc Fischer n'aurait jamais accepté ça. Kasparov, j'ai du mal à l'imaginer accepter ça, enfin en tout cas le Kasparov de ses jeunes années, j'aurais du mal à l'imaginer accepter de partager un titre. Un joueur comme Hans Niemann également, je ne vois pas du tout accepter de partager un titre et encore moins de proposer. Cela dit, cette volonté de vaincre à tout prix qui caractérise ces trois joueurs, je ne trouve pas qu'elle soit ultra noble. Par exemple, c'est parce que Fischer ne pouvait pas s'imaginer numéro 2 mondial qu'il a arrêté le jeu d'échecs en faisant forfait à seulement 27 ans et il n'a jamais joué son match de championnat du monde contre Anatoly Karpov en 75 et qu'il a arrêté de jouer alors qu'il était numéro 1 mondial. C'est également à cause de cette volonté de vaincre à tout prix que Garry Kasparov a arrêté de jouer lui aussi en tant que numéro 1 mondial parce qu'il n'aurait jamais pu supporter être numéro 2 mondial. C'est aussi parce qu'il a cette volonté de vaincre à tout prix que Hans Niemann a triché, plus ou moins fréquemment selon les versions, mais en tout cas il a triché et ce désir de triche découle de cette volonté de vaincre à tout prix que je considère donc pas toujours ultra noble. Je suis assez curieuse de savoir ce que vous en pensez. Est-ce que plutôt comme moi, vous avez été positivement ému par ce titre partagé ou est-ce que comme tant de joueurs et de joueuses, vous êtes senti méprisé, voire insulté par ce partage du titre et que vous considérez que dans toute compétition sportive, sans aucune exception jamais, il doit y avoir un vainqueur et un seul vainqueur et que deux co-vainqueurs, c'est anti-sportif par définition. Et l'histoire aurait pu s'arrêter là, mais elle ne s'est pas arrêtée là. Parce que Chessbase India a publié cette vidéo qui a été tournée pendant que l'arbitre était en conversation avec le président de la Fédération internationale, Arkady Dvorkovich, où on entend Magnus Carlsen dire à Mitsubishi sous le son de la rigolade avant d'exploser de rire que si la FIDE refuse le partage du titre, ils peuvent aussi enchaîner les nuls rapides. Le CEO de la FIDE, Emil Sutowski, qui est en guerre ouverte avec Magnus Carlsen depuis pas mal de temps et encore plus depuis le fameux Jeansgate, a dit que c'était n'importe quoi, qu'il y aurait des répercussions. Alors, évidemment, arranger le résultat d'une partie avant qu'elle soit jouée, c'est contraire au règlement de la Fédération internationale des échecs, mais même au-delà de ça,
c'est contraire à l'esprit sportif et c'est contraire au règlement de l'organe au-dessus des fédérations internationales, à savoir le Comité international olympique. Cela dit, c'est un peu hypocrite de la part d'Emil Sudowski, qui lui-même, sur le même réseau social Twitter, a écrit qu'il avait arrangé de nombreuses nuls dans sa carrière et qu'il ne faut pas tout mélanger, que arranger des nuls, c'est communément admis dans le jeu d'échecs et que ça n'a rien à voir avec le fait de vendre une défaite volontairement. Et ça, c'est quelque chose sur lequel j'aimerais m'attarder. Il y a une différence de perception énorme entre les nuls arrangés pour les joueurs de haut niveau et la manière dont les joueurs amateurs perçoivent ces nuls arrangés. Et en plus, les joueurs de haut niveau, j'ai l'impression, sont de plus en plus en train de changer de position et de rejoindre la vision la plus globale, celle des non-joueurs d'échecs et des joueurs amateurs. Donc au jeu d'échecs, c'est un jeu, c'est un sport, mais c'est un sport à part vu qu'on peut, sauf quand c'est explicitement interdit par le règlement, on peut proposer nul. Et ça existe depuis la nuit des temps. Et donc, comme on peut proposer nul à n'importe quel moment de la partie, évidemment, vous pensez bien que quand deux joueurs sont contents de faire match nul, par exemple, parce que c'est les qualifie pour l'étape d'après, ou que ça leur permet de terminer premier, deuxième ex aequo, enfin peu importe, c'est déjà arrivé que des joueurs proposent de faire match nul avant la partie. Et donc ça, c'est interdit. Si tu joues deux coups et que tu proposes nul, tu as le droit. Mais si tu joues pas encore ces deux coups et que tu proposes nul avant, t'as pas le droit. Donc la ligne est fine et il peut même être assez hypocrite parfois. Par exemple, dans ces championnats du monde de Blitz, ça c'est la dernière ronde de un Snyman avec les Noirs contre Yann Nepomniachtchi. Si les deux font match nul, ils se qualifient pour la phase finale, pour les quarts de finale. Et il y a eu la fameuse nulle théorique de la berlinoise, la partie la plus jouée au monde, répétition de coups et nul. Bon. Du point de vue d'un cinéma, on peut se dire, oui, mais là, il a les noirs, donc si ça se trouve, il a joué son répertoire, et puis pas de chance, Nepo a choisi cette ligne, et voilà, nul, on ne peut pas lui en vouloir. Sauf que ça, c'est la 13e et dernière ronde, mais dans la 12e et donc avant-dernière ronde, Hans avait les blancs contre Alireza Firouzja, et il a joué exactement la même chose. En fait, on est dans cette situation très moche pour les spectateurs où les joueurs en tête 2 rondes avant la fin comprennent que s'ils font match nul et match nul dans les 2 dernières rondes, ils se qualifient pour les quarts de finale, ce qui est leur objectif. Donc on sait qu'il va y avoir match nul. Par exemple, dans la dernière ronde, dans les 4 premiers échiquiers, il y a eu 4 matchs nuls en quelques coups à peine. Donc c'est vraiment hypocrite, c'est-à-dire qu'avant la partie, tout le monde sait qu'il va y avoir un match nul. Alors, les joueurs l'ont peut-être pas explicitement dit, mais en tant que spectateur, vous pouvez miser votre maison, tout ce que vous voulez, sur le fait qu'il y aura nul. C'est sûr et certain, parce que ça arrange les deux joueurs et que le risque de perdre n'est pas du tout compensé par le plaisir légèrement supérieur de la victoire, qui de toute manière ne fait rien de mieux que match nul. Donc, dans ce genre de situation, où on sait qu'il va y avoir match nul, on peut avoir l'impression que le dire explicitement avant de jouer, c'est pas si grave, que en fait ça change rien, que limite ça enlève de l'hypocrisie à la situation. Et c'est comme ça qu'ont été perçus les nuls arrangés pendant des décennies, voire même des siècles. Il y a eu 2 exceptions près. La première, c'est Bobby Fischer, qui s'est ouvertement plaint lors des tournois des candidats, des premiers tournois candidats qu'il a fait, que les joueurs soviétiques faisaient énormément de nuls entre eux et que du coup ils arrivaient frais et avec la rage de vaincre face à Bobby Fischer qui lui devait jouer toutes ses parties et donc se fatiguer. Alors est-ce que c'est de la triche? Bon, du point de vue de Fischer, c'était clair que c'était ouvertement de la triche. Il disait que les Russes, il disait pas les Soviétiques, il disait les Russes trichent. Après, on comprend aussi que c'est moins de la triche que si par exemple les joueurs soviétiques avaient dit allez, on qualifie exprès Mikhail Tal, tous on va faire exprès de perdre face à Tal et on va essayer de gagner face à Fischer. Non, ils faisaient match nul entre eux. Donc il y a une zone un peu grise
où c'est clairement contraire au règlement, certes, mais ça a été tellement pratiqué pendant des années, des décennies au top niveau, que c'est devenu quelque chose d'admissible par la plupart des joueurs. Et moi, quand j'ai commencé à jouer aux échecs, je me rappelle mes premiers championnats de France adultes, surtout, la dernière ronde, mais tu avais un tiers des parties qui se terminaient en quelques coups. Et la plupart de ces parties nuls rapides étaient des nuls rapides arrangés, c'est-à-dire que les joueurs qui jouaient plus pour rien, ou alors qui étaient contents de faire match nul pour s'assurer le podium ou la qualification pour, par exemple, dans l'accession pour le championnat de France, se faisait la veille au soir. Donc, tu veux faire nul demain? Oui, non, bon, bah, ok, si oui, bah, viens, on fait la fête. Et puis, on voyait les joueurs qui allaient s'affronter, entre guillemets, s'affronter le lendemain, faire la fête le soir, et tout le monde avait compris qu'ils allaient faire nul, et ça choquait personne. En fait, quand le jeu d'échecs s'est popularisé là récemment avec The Queen's Gambit, avec le confinement, que tout un grand public qui n'était pas au fait de ses us et coutumes a commencé à apprendre qu'il y avait des joueurs d'échecs, beaucoup de joueurs d'échecs qui faisaient régulièrement des nuls arrangés. Juste, il y a eu un choc des cultures. Et ces joueurs amateurs disaient mais c'est n'importe quoi, juste on n'arrange pas un résultat sportif. Alors certains d'entre vous se demandent peut-être si moi j'ai déjà arrangé des nuls dans ma carrière et je vais vous répondre très franchement. Oui, mais oui, ça m'est déjà arrivé, mais jamais quand c'était une partie à enjeu où j'étais contente de faire match nul, par exemple pour le gain d'un tournoi, pour une norme ou pour un titre. Ça m'est arrivé encore récemment et même plusieurs fois récemment de jouer des parties où si je faisais nul, je faisais une norme et l'adversaire ne jouait pour rien. Et je savais que si je proposais, parce que j'étais mieux classé que mon adversaire, si je proposais avant la partie, il ou elle allait accepter. Et à chaque fois, je mettais un point d'honneur à ne pas proposer avant la partie, justement parce que là, j'ai trop la sensation de triche. Et cette sensation ne vient pas de la culture échiquienne que j'ai, parce qu'il y a 15 ans, je ne l'aurais pas eu du tout. Elle vient de l'ouverture du jeu d'échecs à un plus large public, pour qui c'est juste n'importe quoi de proposer nul avant. Donc je pense qu'il y a 15 ans, je l'aurais fait, mais là récemment, à chaque fois que ça m'est arrivé, je l'ai jamais fait. La dernière nulle arrangée, c'était contre une amie. On jouait un tournoi, on avait joué la ronde du matin et on allait se jouer la ronde de l'après-midi et on mangeait ensemble. Mais on savait qu'on allait jouer. En plus, j'ai les blancs, je suis mieux classé, donc je vais jouer pour le gain. Et puis, du coup, elle aussi, et voilà. Sauf que pendant le repas, je reçois un coup de fil, une nouvelle horrible, j'explose en larmes. Et bon, là, on se rappelle parfois que dans la vie, il y a des choses qui rendent le jeu d'échecs insignifiant. Et j'étais incapable de jouer. Et je lui ai proposé nul alors qu'on était encore au restaurant et que j'étais en larmes. Et puis, elle a évidemment accepté. On est revenu à la partie. J'ai joué une dizaine de coups. J'ai proposé nul. Elle a accepté. Et je suis parti. Et j'ai aucun souci à le dire. Certes, c'est contraire au règlement, mais en même temps, parfois, il y a des choses plus importantes que la compétition. Ça m'est arrivé aussi il y a bien des années contre mon frère, par exemple. Quand on était petite, il était plus âgé que moi et plus fort que moi et il me battait à chaque fois. Et on s'était rejoint en 2005 où on était déjà ados, voire jeunes adultes. Et là, on avait plus ou moins le même niveau et c'était un championnat où on jouait pour rien, on était en milieu de tableau, il n'y avait aucun enjeu, qu'on gagne, qu'on perde, qu'on fasse match nul, c'est la même chose, mais du coup, plutôt que de raviver cette rivalité fraternelle, on a décidé de faire match nul et de passer une belle soirée. Et à l'époque, c'était tout à fait normal, ça aurait été même bizarre de ne pas le faire. Il y a d'autres fratries, par exemple les sœurs Mosichuk, deux des toutes meilleures joueuses au monde, qui ont toujours fait match nul toutes leurs parties entre elles. Bon, on sait ce qui va se passer, donc là il n'y a même pas besoin de le dire avant la partie. On sait que elles vont jouer quelques coups, qu'il y en a une qui va proposer nul, ou alors qu'elles vont faire une répétition, et puis tout le monde le sait, et que faire? Elles n'ont pas envie de se battre, elles n'ont pas envie de se battre, et c'est le jeu, quoi. Euh, j'ai déjà fait nul aussi contre des axes. Donc j'ai un axe par exemple qui est plus fort que moi. Quand on était ensemble, on avait fait une nulle rapide.
et arrangé avant la partie. Et depuis qu'on est plus ensemble, bah, il me bat à chaque fois, et d'ailleurs en général assez salement. J'ai aussi d'autres ex dans le jeu d'échecs où là c'est moi qui suis plus forte, et bah, même depuis notre rupture, bah, j'arrive pas à essayer de gagner. Et donc là c'est même pas que j'arrange avant la partie, mais moi je sais le résultat, enfin je sais qu'en tout cas quelques coups je vais proposer nul, et a priori je sais que ça va être accepté. Donc là il n'y a même pas de proposition avant la partie, mais bah, pareil je sais ce qui va se passer, et donc c'est tout comme quoi. Et donc sinon, non, jamais fait de nul dans les parties à enjeu, et j'aurais trop la sensation de triche. Mais encore une fois, c'est pas quelque chose qui est si commun parmi les joueurs et les joueuses pro ou semi-pro. Donc je vous ai dit que Bobby Fischer était une exception, qu'il y en avait encore une autre. Et cette autre exception, c'est pas Garry Kasparov, c'est pas Vichy Anand, c'est pas tous ces grands champions qui, malgré leur rage de vaincre et leur côté tueur sur l'échiquier, bah, ont déjà admis avoir arrangé des nuls, à une époque où c'était, comme je vous l'ai dit, bah, plus normal, en tout cas parmi les joueurs du top. Non, l'autre exception, c'est justement Magnus Carlsen, qui l'a dit donc après que la vidéo là a fait scandale, qu'il a jamais arrangé une nulle de sa carrière. Et le truc, c'est que c'est vrai. Alors évidemment, on peut dire que c'est une défense un peu bancale. Non, c'était connu. Souvent, quand on parlait justement des nuls arrangés au top niveau, ben, on disait oui, bah, sauf Magnus, c'est le seul d'entre nous qui n'a jamais proposé nul, mais en même temps, c'est un peu facile, c'est le meilleur joueur du monde, donc forcément, bah, il a moins la peur de perdre que nous, quoi. Donc c'était quelque chose de connu. Effectivement, il n'a jamais arrangé nul dans sa carrière. Et donc pourquoi est-ce que, enfin, comment il explique cette vidéo? Bah, il dit tout simplement qu'il déconnait, qu'il blaguait. Et en fait, on peut le croire aussi, parce que si la FIDE avait refusé, ça avait dit, ben non, vous êtes obligé de jouer. Il n'y a pas un cas où ils vont faire une, deux, trois, quatre, 10 parties nulles rapides devant tout le monde, devant les caméras du monde entier. C'est juste trop ridicule. Ils se seraient ridiculisés eux. Et en plus, à n'importe quel moment, bah, la FIDE aurait pu dire, bah écoutez, clairement, vous vous foutez de la gueule du monde, double zéro, vous n'êtes pas champion du monde, ni l'un ni l'autre, et puis voilà quoi. Limite, on sacre le troisième qui est maintenant champion du monde. En tout cas, il y aurait pu y avoir des répercussions. Donc, je pense que si la FIDE avait refusé, ils auraient été obligés de jouer. Ils se seraient rendus compte qu'ils auraient été obligés de jouer, et ils auraient joué. Bref, tout ça pour dire que là encore, votre avis m'intéresse. Est-ce que vous me détestez d'avoir déjà arrangé des parties nulles, même si, ben, à part Magnus Carlsen et Bobby Fischer, tout le monde l'a fait? Ce que je pourrais comprendre. Quel est votre avis, vous, sur ces nuls arrangés, même sur ces nuls rapides de manière générale, hein, par exemple, les nuls là de Hans Niemann dans les rondes 12 et 13, où il joue exactement la même ouverture, et puis on voit que tous ces joueurs-là, Magnus y compris, Firouzja y compris, etc., font nul en quelques coups pour assurer leur qualification. Dites-moi ce que vous en pensez de tout ça. Vraiment, votre avis m'intéresse dans les commentaires. Et sinon, pour finir sur une note plus positive et plus légère, Magnus Carlsen avait aussi peut-être ça en tête. Les journaux norvégiens viennent de l'annoncer. Il va se marier ce week-end avec bah, donc sa future femme, Ella Victoria. Donc voilà, félicitations à Magnus Carlsen. À défaut de lui dire pour son titre de co-champion du monde, on peut lui dire pour son mariage. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, merci de laisser un petit like, et je vous souhaite encore une belle et heureuse année 2025. À bientôt, ciao!